En 1835, un quotidien new-yorkais publie 6 articles qui font l'effet d'une bombe. Selon ces derniers, le célèbre astronome britannique John Herschel vient d'observer grâce à un nouveau télescope la présence d'une vie foisonnante sur la Lune. Cette fausse information fait le tour du monde et conduit l'élite scientifique à démentir publiquement la soi-disant découverte. Comment expliquer le succès massif de ce canular et que nous dit-il des rapports entre science et médias au 19e siècle? Science Chrono part aujourd'hui sur la Lune pour démonter l'une des plus grandes supercheries de l'histoire des canulars scientifiques. Bonjour Alexandre Marcinkowski. Bonjour Antoine Beauchamp et merci de me recevoir. Merci à vous d'être ici. Vous êtes historien et chercheur indépendant, auteur d'articles consacrés au rapport entre la science et la littérature de l'imaginaire, et vous êtes l'auteur du livre intitulé La mystification lunaire, John Herschel et le canular de 1835, paru aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup, doublement donc, de venir nous parler aujourd'hui de ce canular scientifique d'envergure mondiale. Avant de raconter cette histoire, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons d'une technique qui bouleverse les études en archéo-anthropologie depuis quelques décennies. Il s'agit de l'étude des isotopes, autres que le carbone 14, qui sont présents dans les dents ou dans les os et qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les inégalités sociales du passé. Mais avant d'aborder cette question archéologique, revenons à notre histoire des sciences avec vous, Alexandre Marcinkowski, ou plutôt à notre histoire de ce grand canular lunaire, le Great Moon Hoax, qui est né en 1835 aux États-Unis et qui a essaimé en Europe, alimentant tous les fantasmes autour de l'existence d'une vie luxuriante sur la Lune. Alors ma première question, Alexandre Marcinkowski, c'est comment est-ce que vous êtes tombé nez à nez avec ce canular-là ? Pour vous répondre, très honnêtement, je suis tombé sur ce canular, ce Great Moon Hoax, en travaillant sur le roman scientifique. Donc je travaillais sur le roman scientifique, je lisais Jules Verne, et dans La Terre à la Lune, je tombe une première fois sur cette mention. Puis, par la suite, je regarde l'occurrence roman scientifique chez Balzac dans la Chronique de Paris, je tombe une deuxième fois là-dessus, je me dis c'est intéressant, je vais faire une petite note de bas de page. Et cette petite note de bas de page, au fur et à mesure, elle a enflé, elle a gonflé, elle est devenue cet ouvrage, La mystification lunaire, voilà, tout simplement. Elle est devenue un essai vraiment intéressant. Alors, on va poser le cadre et le décor dans lequel est né ce grand canular-là. Quelle était l'ambiance à New York en 1835 qui a permis à ce canular de prendre une telle envergure? Alors, en 1835, à New York, d'abord, il y a beaucoup d'émeutes raciales. Et c'est ce qui a marqué Richard Locke. Il est frappé par ça, et en même temps, on est dans l'attente du passage de la comète de Halley. Et ça y va de certains pronostics, mais ce qui prime toujours, c'est ces émeutes raciales. Mais je pense que Locke avait cette idée en... Locke, c'est le journaliste, on en parlera bien sûr, qui fabrique ce canular-là. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il avait en tête le passage de la comète. Et il s'est dit, voilà, pourquoi pas faire un article sur une découverte astronomique, par exemple. Voilà. Puisqu'il faut dire aussi, Alexandre Marcinkowski, c'est qu'il y a un contexte médiatique favorable à la diffusion de ce type de canular. Quel est l'état de la presse américaine, ou tout du moins new-yorkaise à ce moment-là? Alors, la presse new-yorkaise, aux États-Unis, il y a énormément de journaux. Il y en a plus d'un millier. Et à New York, il y a déjà une bonne douzaine de quotidiens. Arrive cette nouvelle presse qu'on appelle la penny press. C'est une presse à pas cher. Elle est vendue 1 cent. Et le New York Sun, il y a aussi le Herald, il y a le Transcript, qui sont des journaux vendus à 1 cent. Et en regard, il y a des journaux un peu plus chers, vendus 6 cents, qui traitent d'une actualité, je dirais, plus politique, plus diplomatique, internationale, financière. Le Sun, les journaux de la penny press, c'est une presse à sensation, c'est quelque chose, ça intéresse l'homme de la rue, les urbains, on dirait aujourd'hui, les urbains qui... les classes populaires qui n'ont pas beaucoup de temps, qui s'intéressent plutôt aux affaires locales, au crime, je dirais, aux scandales politiques, aux affaires de cœur. C'est un peu les tabloïds de l'époque. C'est un peu ça. C'est la presse à sensation, et ça marche très bien. Cette presse qui est vraiment naissante et qui commence à prendre du volume. Alors ce Richard Adams Locke, qui est-il et comment va-t-il s'insérer dans cette presse à sensation avec son grand canular ?
Alors, la vie de Richard Adams Locke, elle est pas tellement bien connue. Il est né en Angleterre, à East Brent, du côté de Bristol, en 1800. Et il est d'une famille de petits propriétaires terriens qui possèdent un moulin. Sa famille a quand même dans ses ancêtres des gens qui ont été shérifs, marchands. C'est une famille voilà, qui est assez riche. Et lui, il est persuadé du journalisme. Il adore le journalisme et il va faire Cambridge. Mhm. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Sauf que les historiens n'ont jamais rien trouvé. On a fouillé les archives de Cambridge, on n'a pas trouvé du tout de Richard Locke qui ferait des études. Il s'engage plusieurs fois je dirais dans cette voie, à Londres, dans différents journaux. Chaque fois, en gros, il est viré. Il décide de retourner donc du côté de Bristol, dans sa province, je dirais dans son comté natal. Et là aussi, il est embauché. Et comme il a des idées vraiment républicaines, c'est en contraste avec les idées des journaux de l'époque. Et là aussi, il ne fait pas fortune, il est remercié, il est licencié. Et il décide de partir, donc il se dit que la terre promise, c'est les États-Unis. C'est cette jeune terre qui, pour lui, est une sorte de terre d'abondance où il pourra trouver du travail. Et effectivement, il part aux États-Unis en 1832 avec sa femme et sa fille. Il s'installe à New York, et à New York, il s'installe, puis il devient très vite reporter spécialisé dans l'affaire criminelle. Et il va couvrir un procès qui est le procès de Matthias le prophète. Donc c'est Matthias le prophète qui aurait empoisonné quelqu'un et donc qui est traduit devant les tribunaux. Et il suit ce procès et il en rend compte dans des comptes rendus qui sont très particuliers. Une technique narrative qui fait que les gens adhèrent tout de suite. Il a un style qui est très marquant, qui frappe le public. Et il est repéré par, à côté de lui, le patron, un grand patron de presse, enfin un patron de presse, celui du New York Sun, Benjamin Day, qui lui dit j'aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de travailler pour moi, par exemple. Et c'est comme ça que Richard Adams Locke va travailler pour Benjamin Day. On y reviendra par la suite. L'affaire du canular étant passée, il décide de quitter le Sun. On se demande bien pourquoi, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Il a fait gagner beaucoup d'argent au Sun. Il quitte peut-être parce que, tout simplement, il a envie de monter son propre journal, d'être son propre patron. C'est ce qu'il fait. Il crée un journal avec un associé qui s'appelle L'Ère moderne. Il a une petite idée en se disant je vais reproduire un canular avec soi-disant des découvertes d'un petit, je dirais, un petit... en travaillant sur Bungo Park, l'explorateur écossais qui était descendu sur le fleuve Niger, il aurait laissé soi-disant un texte et donc il l'aurait récupéré et il voudrait reproduire ce canular. Les gens ne sont pas du tout de cette affaire et c'est un flop. Mais on va se concentrer sur ce premier grand canular et celui qui lui a valu ce succès, ce grand canular lunaire. Pour réussir un canular scientifique, il faut aussi une caution scientifique et Richard Adams Locke va prendre comme cobaye et comme victime collatérale de son grand canular un certain John Herschel. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet astronome-là et finalement nous décrire l'envergure qu'avait cet astronome-là en 1835 ? Alors oui, il ne s'est pas attaqué à n'importe qui, il s'est attaqué à John Herschel, qui est l'un des plus grands scientifiques britanniques de l'époque. D'abord parce qu'il est issu lui-même d'une famille d'astronomes. Son père, William Herschel, est le découvreur d'Uranus. Sa tante, Caroline Lucrèce, est aussi une astronome confirmée. Donc il a je dirais, un père et une tante qui sont des pointures dans le domaine. À l'époque, il a une quarantaine d'années. Herschel, il a une centaine de publications. Il est médaillé, il parle plusieurs langues. Il est connu, il dialogue avec tous les grands scientifiques, les grands savants de l'époque. Pour Locke, je dirais, c'est du pain béni. C'est un Britannique comme lui. Il a lu
il a lu les travaux d'Herschel. C'est, je dirais, le bouc émissaire idéal. Et puis là où Locke est quand même assez malin, c'est qu'il sait que pour qu'un canular soit convaincant, il faut qu'il y ait toujours une part de vraisemblable et qu'il y ait une part de réalité finalement dans le canular. Et il se trouve qu'il va situer l'observation bouleversante de la vie sur la Lune par John Herschel. Il va situer cette première observation en Afrique du Sud. Et il se trouve que justement John Herschel est à ce moment-là en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'il fait vraiment pour le coup là-bas à ce moment-là? Alors justement, là, sur ces fonds privés, John Herschel, qui avait cartographié déjà l'hémisphère nord, décide de partir au Cap, où il y a un observatoire royal hein, depuis quelques années, et il décide de partir au Cap en 1833 avec sa femme, et il s'installe à une dizaine de kilomètres du Cap, à Feldhausen, où il amène son matériel, un gigantesque télescope, et puis il en amène des plus petits, évidemment. Et donc, il a l'idée de cartographier l'hémisphère sud. Voilà, tout simplement. Et ça, Locke doit le savoir, et se dit, c'est propice à une petite histoire. Et cette petite histoire, elle commence vraiment comme une histoire à rebondissement et à suspense. Je prends un court extrait du premier article qui dit « Nous venons juste d'apprendre d'un éditorialiste réputé de cette ville, qui est Édimbourg, que Sir John Herschel, au Cap de Bonne-Espérance, a fait des découvertes astronomiques des plus merveilleuses au moyen d'un immense télescope d'une nouvelle conception. » Donc là, on entend les tambours qui résonnent déjà de ce spectaculaire que vont proposer ces 6 articles de Richard Locke. Comment s'organise la suite des articles à partir de ce premier article? Quelle est la structure narrative, on va dire, proposée par Locke? Alors, le premier article est très, très descriptif. C'est quels sont il retrace très brièvement, mais une histoire de l'astronomie, quels sont les grands télescopes, les grands astronomes qui ont participé. Et au fur et à mesure, il va arriver sur... Alors, il parle du réel, des choses qui existent, puis après, il va commencer à glisser des éléments qui n'existent pas, hein, qu'il invente lui-même. Hein. Donc, ce procédé un peu révolutionnaire, entre guillemets, à hydroxygène, donc on se demande ce que c'est. Télescope à hydro-oxygène, C'est... qu'est-ce que c'est? Comment il le décrit, ce télescope révolutionnaire, Alors, il soi-disant? dit que ça amène un afflux de lumière et que ça permet de voir beaucoup mieux, ce qui est pour les vrais astronomes une absurdité totale. Il s'était basé là-dessus, je pense, à New York, il y avait eu une grande exposition où on avait montré via un microscope justement ce que pouvait être l'infiniment petit. Et il s'est dit, tiens, moi je vais montrer l'infiniment grand, comme si on voyait la Lune quasiment à 1 mètre. Donc voilà ce qu'il a voulu faire. Et après, donc, il s'est amusé à décrire au fur et à mesure, une fois qu'il a parlé du télescope et des astronomes, il s'est amusé à décrire cette vie sur la Lune. Et c'est des poupées russes finalement, ce canular, parce qu'il parle justement de cet article dans un journal écossais qui, en fait, si on est attentif, a déjà disparu depuis 3 ans, publie le récit d'un certain docteur Grant qui accompagne John Herschel. Quelle mise en scène on lit dans ce grand canular lunaire du scientifique au travail? Comment il présente John Herschel au travail? Enfin, tout compte fait, il le présente pas vraiment. Il dit, voilà, il est avec ses acolytes, et puis, donc, avec tous les soirs, il balaye avec son télescope l'espace, et puis, là, quand il regarde la Lune, voilà, il tombe sur un endroit très particulier qu'il avait déjà un peu en tête, c'est le cratère Langrenus, et là, il a commencé à voir, effectivement, de la vie. Mais juste avant, il avait vu... des animaux extraordinaires, des oiseaux qu'il avait confortés à ce qu'il pouvait trouver par la suite de beaucoup plus humanoïdes. Alors parlons justement des découvertes que réalise soi-disant John Herschel en 1835 sur la Lune. Il commence par observer à quoi ressemble ce monde foisonnant qui pullule sur la Lune. Alors au départ, il voit des sapins, une forêt de sapins, il voit je dirais, du végétal. Et au fur et à mesure, alors il voit aussi des mers, et puis des lacs, et puis tout d'un coup, il voit effectivement des oiseaux alors, qui ressemblent, qui sont assimilés à des pélicans ou des échassiers. Et puis, plus il découvre autre chose. Hein. Il va commencer à voir des bisons qui ont une sorte de petite voilette sur les yeux pour éviter de recevoir trop vite le soleil. Et il va trouver une sorte de chèvre
chèvres unicornes, des castors bipèdes. Et pour arriver, alors là, c'est le coup du spectacle, c'est au fil des articles, hein, justement, ils trouvent une forme humanoïde qui est un peu simiesque, hein, qui a des poils, des longs poils, qui a un pelage un peu cuivré et qui ressemble plus à un singe, mais qui possède des ailes de Celle chauve-souris. de chauve-souris. Voilà. Donc cette description-là, pour nous, en 2025, on se dit c'est quand même redoutablement fantaisiste. Est-ce qu'on a une façon, un moyen, pardon, de savoir, Alexandre Marcinkowski, qui croit à ça? Enfin, je veux dire, en 1835, est-ce qu'on peut être suffisamment crédule pour croire à cette description totalement fantaisiste d'une vie lunaire? Alors, difficile de répondre à cette question parce que il n'y a pas de micro-trottoir à l'époque. Mm. Donc, la question de la croyance, on ne sait pas si les gens adhèrent, parce qu'on peut penser que c'est un pur divertissement. Ce qu'ils disent, ils considèrent que c'est un divertissement. Ça, on a peu de moyens de le savoir. Celui qui nous livre un peu juste son témoignage, c'est Edgar Poe, qui dit ouais, 9 personnes sur 10 y ont cru, même les plus intelligents, en disant, même si on est très intelligent, comme certains professeurs, ils y adhèrent. Alors que moi, Edgar Poe, Oui. j'ai tout de suite vu que c'était un canular. On verra bien sûr pourquoi Edgar Poe, le célèbre auteur américain, a finalement été un peu vexé par le succès de ce canular-là, puisque succès il y a, c'est un succès colossal. Ce Great Moonhawk, ce grand canular lunaire, pardon. Est-ce qu'on a des chiffres, voilà, est-ce que les ventes explosent à la suite de la parution des premiers articles de... Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Les ventes du Sun, on estime qu'elles sont à peu près à 4000 exemplaires jour. Et à l'issue des 6 articles, c'est entre 27 et 30 000 exemplaires qui sortent des presses. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est qu'en quelques jours, c'est un raz-de-marée. Oui. Et ce canular, d'autres journaux vont le reprendre. Donc ça va faire boule de neige, ça va être amplifié là-dessus. Le Benjamin Day, le patron du Sun, décide de les réunir et d'en faire une petite brochure qu'il va vendre. Ils vont en faire aussi des lithographies. Donc il y a tout un business qui se fait là-dessus. Et c'est très... alors certains pour rebondir sur votre idée de croyance, il y a les journaux, les rédacteurs en chef des journaux sont très partagés. Il y a ceux qui disent « Ah, c'est fabuleux ce qu'on a découvert sur la Lune ». D'autres qui sont « On attend un peu », ils sont beaucoup plus attentistes. Et il y a ceux qui disent « C'est n'importe quoi ». C'est ridicule, oui. On est en train de mentir à tout le monde. Et parmi ceux-là, il y a le Herald, qui est le concurrent direct du Sun. Et alors, lui, c'est vraiment le Herald qui va attaquer le Sun, qui va essayer de le contraindre à la faute en disant avouez que vous avez fait un canular. Et pendant ce temps-là, le pauvre John Herschel, en Afrique du Sud, continue ses observations et n'a pas encore eu vent de cette information. Pourtant, bon, à l'époque, il n'y a pas encore Internet, bien sûr, le télégraphe n'est pas encore développé. Comment l'information lui parvient-elle et quand? Alors, elle lui parvient d'abord parce qu'il y a la Royal Navy patrouille et régulièrement le port du Cap sert de base à la Royal Navy. Donc il y a des savants qui viennent lui donner des nouvelles. Mais au départ, il l'apprend par un directeur de zoo qui vient chercher des animaux sauvages, des girafes, et qui lui amène une pile les journaux plus la brochure. Et donc là, ça, on n'arrive pas à dater là, à peu près quand est-ce que cette visite avec Caleb Weeks, ce directeur de zoo, on n'arrive pas à la dater. Mais Herschel est amusé, il se dit, tiens, c'est sympa. Mais après, il y a le capitaine Hall qui lui dit la même chose. Il y a Francis Beaufort, lithographe royal, qui lui dit encore la même chose. Arago va le défendre. Arago, oui. Il y a quand même tout un faisceau d'indices qui fait que
il faut le prendre au sérieux, ce canular. Le lait est en train de monter sérieusement sur le feu et il va devoir réagir. Le 21 août 1836, donc, John Herschel rédige une lettre au rédacteur en chef de la revue britannique l'Athénéum où il parle entre humour et agacement des découvertes qu'on lui prête sur la Lune. Et curieusement, il n'enverra jamais cette lettre. Alors avant de se demander pourquoi il n'a jamais envoyé cette lettre, lisons-la. Laurent Blancpain prête sa voix à John Herschel. C'est l'archive de Science Chrono. Monsieur, comme je constate dans une annonce parue dans l'un des journaux londoniens que j'ai sous les yeux que les absurdités auxquelles il est fait allusion dans l'entête de cette lettre ont enfin trouvé un éditeur londonien, après avoir fait le tour des journaux américains et français, il me semble qu'il est grand temps de désavouer toute connaissance ou participation aux délires incohérents qui m'ont été attribués sous le terme de découverte. Je suis persuadé que vous me rendrez service en insérant ce démenti dans votre journal largement diffusé et bien administré. Non pas parce que je crains le moins du monde qu'une personne possédant les rudiments de la science optique, sans parler du bon sens, puisse un instant être induite en erreur et croire à de telles extravagances, mais parce que je considère comme un mauvais précédent le fait que l'absurdité d'une histoire garantisse son absence de contradiction lorsqu'elle est universellement répétée dans tant de milieux et sous une telle variété de formes. De fait, le docteur Johnson avait coutume de dire qu'il n'y a rien d'aussi absurde ou impossible qu'un homme finisse par croire si on le lui répète sérieusement tous les matins au petit déjeuner pendant 365 jours. Et Napoléon avait pour maxime que la figure la plus efficace de la rhétorique est la répétition. Or, je regretterais, pour mon propre compte et pour celui de la vérité, que l'humanité, ou même la partie la plus crédule de celle-ci, soit amenée à croire que je connais personnellement l'homme de la Lune, sachant que je ne tarderai pas à être harcelé jusqu'à ce que mort s'en suive pour obtenir des anecdotes privées sur lui et sa famille, et n'ayant guère l'intention et encore moins l'envie de rire de cette supercherie, à passer en définitive pour un triste cire fort peu communicatif lorsqu'il s'avérerait que je ne pouvais ou ne voulais rien dire de plus à son sujet que ce qui est déjà connu de tout le monde, à savoir qu'il boit du Bordeaux, se nourrit de navets et de carottes parsemées de bœuf, et qu'une tasse de vieux Malaya sac suffit à enflammer la meute sur ses talons. Votre serviteur, John Herschel. Voilà, Alexandre Marcinkowski, vous reproduisez cette lettre jamais envoyée par John Herschel dans votre livre La mystification lunaire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le contenu de ce texte et est-ce que ça vous a surpris que Herschel n'ait jamais envoyé cette lettre ? Alors, ce qui est marquant, c'est qu'il comprend tout de suite que le buzz fait qu'il va être complètement noyé sous les demandes diverses et variées, des fois les plus bêtes qui soient. Et donc ça le gêne parce que c'est quand même un scientifique d'envergure, je dirais, internationale. Et qu'on lui prête des sottises, ça lui paraît juste dingue. Mmh. Quant à la question pourquoi il ne l'envoie pas, c'est une bonne question. Il écrit donc à Charles Dick, qui est le patron d'une très grande revue, d'un très grand magazine, qui est l'Athénéum, ce qui correspondrait en France à la même époque à la revue des Deux Mondes. Donc c'est déjà le journal de Dick avait fait des comptes rendus assez élogieux de ses travaux. Donc c'était tout à fait logique que Herschel envoie une lettre pour faire un démenti. Il ne l'envoie pas. Vous avez donné la date, elle est datée de fin août 36. Un an après... Le canular a eu lieu aux États-Unis, fin du 21 au 30, à peu près au 30 août 1835. Un an s'est écoulé. Il n'y a plus médiatiquement, je dirais, aux États-Unis, comme après en France, dans les années en mars et en avril 36, ce n'est plus d'actualité. On est passé à autre chose. Donc, peut-être qu'il soulage sa conscience et il marque, effectivement, ça l'a profondément agacé, mais elle n'a plus lieu d'être, cette lettre. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne l'envoie pas, tout simplement. On a parlé de la circulation de cette lettre, donc là on est en 36, un an après les articles de Locke. Vous parlez de la France, il y a des grands noms des sciences, et notamment de l'astronomie, comme François Arago, qui vont
quand même aller devant l'Académie des sciences et parler de cette supercherie, de ce canular, et dire attention, on essaie de nous tromper. Alors, décrivez-nous ce moment aussi entre science et médias qui se passe en France autour de ce grand canular lunaire. Alors, François Arago a fait une chose quand il est arrivé à la tête de l'Académie des sciences, c'est qu'il a permis aux journalistes de suivre les débats et donc de retranscrire certains débats. Et donc, la presse, notamment le national d'Armand Carrel, donne l'information. Mais tout de suite, Arago dit, c'est une mystification. C'est quelque chose on ne doit pas prêter attention à ça, c'est des bêtises. Donc, et la presse française n'en parle quasiment pas là-dessus. Elle se tait parce que elle est préoccupée par un grand procès. C'est le procès de Fieschi contre l'attentat qui a été commis quelques mois avant contre le roi Louis-Philippe. Et ça mobilise l'attention des journalistes. Mais passé ce moment, la presse française va embrayer et forcément les scientifiques français, les polytechniciens vont tout de suite voir que non, c'est effectivement une mystification. Et cette mystification, elle a quand même eu un succès aux États-Unis, on l'a dit, mais en Europe. Enfin, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne se font l'écho à plusieurs reprises quand même de ce grand canular. Comment expliquer là aussi cette diffusion occidentale massive? Alors, on est à un moment où la presse devient un espèce de débat. Donc, on peut facilement échanger. Après, je pense que c'est un événement qui est tellement marquant que ça frappe les imaginations. Et c'est pour ça que alors je vais rester sur le cas de la France. Le théâtre s'en empare. Et donc, il va y avoir des vaudevilles qui vont mettre en scène, effectivement, un amateur d'astronomie qui pense être sur la Lune et qui rencontre des hommes chauves-souris. Ça peut être des chansonniers qui vont se moquer d'Herschel ou qui vont dire que sur la Lune, tout est mieux que sur la Terre. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Donc ça se diffuse, je dirais, dans toutes les strates de la société. Et cette influence dans la culture populaire, on va la retrouver jusque dans les romans de science-fiction de Gustave Le Rouge, avec ces martiens qui ont des ailes de chauve-souris également. On arrive à la fin de notre discussion déjà. Alexandre Marcinkowski, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette mystification lunaire. On peut dire quand même que le canular prend fin vers 1838, 39, 40 même. En tout cas, Locke dit « j'ai fait ça parce que la religion a trop d'influence sur la science » et je voulais le dire parce qu'à cette époque, les croyances de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers n'étaient pas incompatibles du tout avec la religion et certains philosophes chrétiens propageaient cette idée-là. Donc voilà le fin mot de l'histoire de cette mystification lunaire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La mystification lunaire, John Herschel et le canular de 1835. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.